Pouvez-vous imaginer ces mots? Ce furent les derniers mots que mon père m'a dit avant de me pousser dehors en pleine tempête d'octobre et de verrouiller la porte derrière moi. Sors de ma maison. Je n'ai pas besoin d'une fille malade. J'avais 15 ans. Je n'avais ni manteau, ni téléphone, ni argent, juste un sac à dos d'école avec des devoirs d'algèbre à l'intérieur et la pluie qui trempait déjà mes baskets. 3 heures plus tard, la police l'a appelé. Et quand il a entendu ce qu'ils lui ont dit, son visage est devenu blanc comme un linge. Mais à ce moment-là, il était bien trop tard. Je m'appelle Cher Walls. J'ai 28 ans maintenant, assise dans mon appartement de Boston, à regarder la pluie glisser sur la fenêtre. Il y a une lettre sur la table de ma cuisine. Une écriture tremblante sur du papier à lettres bon marché de maison de retraite. Après 13 ans de silence, mon père veut me voir. Il dit qu'il est mourant. Il dit qu'il est désolé. C'est drôle avec la pluie, elle me ramène toujours à cette nuit-là. Le 14 octobre 2011. Je me souviens être rentrée de l'école comme n'importe quel autre mardi. Le sac à dos sur une épaule, la tête pleine du contrôle d'algèbre que je venais de réussir brillamment. Je pensais au dîner, aux devoirs, aux posters du groupe que je voulais acheter avec l'argent de mon anniversaire, des trucs normaux d'une fille de 15 ans. Je n'avais absolument aucune idée que moins de 2 heures plus tard, je marcherais seule dans une tempête glaciale, me demandant si j'allais survivre à la nuit. Dès l'instant où j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Mon père se tenait dans le salon, l'air d'un volcan sur le point d'exploser. Son visage avait la couleur de la viande crue. Ses mains tremblaient et il tenait une liasse de billets dans un poing et des flacons de pilules vides dans l'autre. Ma sœur Karen se tenait juste derrière lui. Elle avait 19 ans, 4 de plus que moi, et elle avait cette expression sur le visage, concernée, inquiète, le cœur brisé, le portrait parfait d'une grande sœur dévouée qui venait de découvrir quelque chose de terrible sur sa petite sœur. Mais j'ai vu ses yeux. J'ai surpris cette petite lueur qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. La satisfaction. Notre belle-mère, Jolene, se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, les lèvres pincées, ne disant absolument rien. C'était sa spécialité, ne rien dire pendant que de mauvaises choses se produisaient. Mon père ne m'a même pas laissé poser mon sac à dos. Il s'est mis à hurler comme si j'avais mis le feu à la maison. Il a dit que je volais dans son portefeuille depuis des mois. Il a dit que j'achetais des pilules, que je les cachais dans ma chambre. Il a dit que Karen avait trouvé les preuves. De l'argent liquide caché dans ma commode. Des flacons de pilules dans mon placard. Des SMS prouvant que je parlais à des dealers. J'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de lui dire que je n'avais jamais touché à son portefeuille. Jamais vu ses pilules. Que je ne savais même pas de quoi il parlait. Mais les mots sont morts dans ma gorge parce que j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Il n'écoutait pas. Sa décision était déjà prise. Karen avait passé toute la journée à le préparer, lui servant des mensonges comme du poison enrobé de sucre. Elle se tenait là, l'air dévasté, lui disant qu'elle avait tellement essayé de m'aider. Essayé de me faire arrêter. Elle a dit qu'elle n'avait pas voulu le lui dire, mais qu'elle ne pouvait tout simplement plus regarder sa petite sœur se détruire. C'était une performance de maître, digne d'un Oscar, et mon père a gobé chaque mot comme si c'était parole d'évangile. Il m'a attrapé le bras assez fort pour laisser des bleus et m'a traîné vers la porte d'entrée. Mon sac à dos était là où je l'avais laissé tomber. Il l'a ramassé et me l'a jeté à la poitrine si fort que j'ai trébuché en arrière. Puis il a ouvert la porte. La pluie tombait déjà à verse. Le tonnerre grondait quelque part au loin. La température avait chuté de 15 degrés depuis le matin. Et mon père m'a regardé droit dans les yeux et a répété ces mots. Sors de ma maison. Je n'ai pas besoin d'une fille malade. Il m'a poussé sur le porche. La porte a claqué. Le peine dormant s'est enclenché. Et comme ça, à 15 ans, j'étais sans abri. Je suis restée sur ce porche pendant peut-être 5 minutes, complètement figée. Pas à cause du froid, bien qu'il arrivait, mais à cause du choc. Je n'arrêtais pas d'attendre que la porte s'ouvre à nouveau, que quelqu'un dise que tout cela n'était qu'un grand malentendu. Personne n'est venu.
Mon téléphone était sur le bureau de ma chambre. Je n'avais pas été autorisée à prendre quoi que ce soit d'autre que ce que j'avais déjà dans les mains. Mon sac à dos contenait des manuels scolaires, une barre de céréales à moitié mangée, et absolument rien d'utile pour survivre à une nuit dehors. Pas de veste, pas d'argent, aucun moyen d'appeler à l'aide. 2011. Les téléphones publics existaient encore quelque part, mais qui se promènent avec des pièces de monnaie? Pas une jeune de 15 ans qui dépensait son argent de poche en posters de groupe. Question de priorité, n'est-ce pas? Élève brillante, 0 en compétences de survie. Alors, j'ai commencé à marcher. Je n'ai pas pris de décision consciente sur où aller. Mon corps s'est simplement mis en pilote automatique vers le seul endroit sûr que je connaissais, la maison de ma grand-mère Dorothy, à 7 miles de là. La mère de ma mère. La seule personne qui me regardait toujours comme si j'avais de l'importance. 7 miles, ça ne semble pas beaucoup en voiture. Quand vous marchez sous une pluie glaciale en basket de toile sans manteau, c'est comme s'il y en avait 700. La route 9 s'étendait devant moi, sombre et glissante de pluie. Les voitures passaient en éclaboussant, sans ralentir. Je n'étais qu'une ombre sur le bord de la route, une silhouette que personne ne voulait regarder de trop près. Après le premier mile, mes vêtements étaient trempés jusqu'à la peau. Après le deuxième, je ne sentais plus mes doigts. Après le troisième, mes dents claquaient si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. Mais j'ai continué à marcher. Que pouvais-je faire d'autre? Retourner supplier mon père de me croire? Il avait déjà pris sa décision. Je n'avais nulle part où aller, sauf en avant. Un pas engourdi après l'autre. Le truc avec l'hypothermie, c'est qu'on ne réalise pas que ça arrive avant qu'il ne soit presque trop tard. Votre corps commence à s'éteindre morceau par morceau. Votre cerveau devient brumeux et soudain, s'asseoir juste une minute semble la meilleure idée du monde. Juste un petit repos, le temps de reprendre son souffle. J'ai parcouru 4 miles avant que mes jambes ne lâchent. Il y avait une boîte aux lettres plus loin. Je me souviens m'être dit que j'allais juste m'appuyer contre elle une seconde, reprendre mon souffle, puis continuer. La maison de grand-mère n'était qu'à 3 miles. Je pouvais y arriver. Mais mes genoux ont fléchi avant que j'y arrive. Le gravier est venu vite, puis tout est devenu noir. 3 heures après avoir jeté sa fille dans la tempête, le téléphone de mon père a sonné. La voix à l'autre bout du fil était froide et professionnelle. Officier Daniels, de la police du comté. Il y a eu un incident. Votre fille a été retrouvée inconsciente sur la route 9, en hypothermie. Elle est en cours de transport à l'hôpital général du comté. Et une dernière chose, monsieur. Les services de protection de l'enfance ont été prévenus. Une assistante sociale est déjà sur place. Nous avons quelques questions sur la raison pour laquelle une jeune fille de 15 ans marchait seule dans une tempête dangereuse, sans manteau et sans téléphone. Nous allons avoir besoin que vous veniez à l'hôpital et que vous apportiez toutes les preuves que vous avez. Le visage de mon père est devenu pâle comme un os. Je le sais parce que le personnel de l'hôpital me l'a dit plus tard. Ils ont dit qu'il ressemblait à un homme regardant toute sa vie s'écrouler au ralenti. Karen se tenait juste à côté de lui quand il a reçu cet appel. Et pour la première fois, son masque parfait a glissé, juste une seconde, mais c'était suffisant. Parce que voilà le truc à propos de cette nuit. La chose qui a tout changé. La femme qui m'a trouvée inconsciente sur le bord de la route n'était pas une simple inconnue qui rentrait chez elle. Elle s'appelait Gloria Ansley, et elle avait passé 35 ans à travailler pour les services de protection de l'enfance. Elle avait vu toutes sortes de maltraitances, toutes sortes de négligences, toutes sortes de mensonges que les parents racontent sur leurs enfants. Elle savait exactement ce qu'elle voyait en trouvant une adolescente sous la pluie sans manteau, sans téléphone, et personne à sa recherche. Et elle n'allait pas laisser passer ça. Mon père pensait se débarrasser d'un problème cette nuit-là. Il pensait faire le ménage, couper la pomme pourrie, protéger sa famille d'une fille malade qui ne méritait pas son amour. Mais ce qu'il a fait en réalité, c'est allumer une mèche. Et il n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'exploser. Avant de continuer, si vous appréciez l'histoire, veuillez vous abonner et me dire dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je vois tout.
Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, pour vraiment comprendre pourquoi ma sœur a fait ce qu'elle a fait, je dois vous ramener en arrière, au moment où tout a commencé à s'effondrer. Ma mère, Patricia, est décédée en 2006. D'un cancer. J'avais 10 ans. Karen en avait 14. Un jour, nous avions une maman qui faisait des pancakes le dimanche matin et me tressait les cheveux pour les photos de classe. Le lendemain, nous étions debout près d'un lit d'hôpital à regarder des machines biper de plus en plus lentement jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent complètement. Mon père n'a pas bien géré la situation. C'est un euphémisme. Il s'est pratiquement effondré sur lui-même comme une étoile mourante. Il allait au travail, rentrait à la maison, s'asseyait dans son fauteuil et fixait le vide. La maison aurait pu brûler autour de lui, je ne suis pas sûre qu'il s'en serait rendu compte. Alors Karen a pris le relais. À 14 ans, c'est elle qui préparait le dîner, signait les autorisations et s'assurait que j'arrivais à l'école à l'heure. Elle est devenue la responsable, la mature, la fille sur qui mon père pouvait s'appuyer. Et il la complimentait constamment pour ça. Que ferais-je sans toi, Karen, tu es si adulte, Karen, tu es le ciment qui maintient cette famille unie, Karen. Je ne pense pas qu'il lui ait jamais demandé une seule fois comment elle gérait la mort de notre mère. Il s'attendait juste à ce qu'elle gère tout le reste à la place. Mon père avait 2 angles morts dans la vie, sa fille aînée et son fauteuil bien-aimé. Les 2 étaient usés, tombaient en morceaux, et avaient désespérément besoin d'être remplacés, mais ils ne pouvaient pas le voir. Les hommes et leurs fauteuils, je vous jure. Ce que personne ne voyait, ce que mon père refusait absolument de voir, c'est ce qui se passait quand il ne regardait pas. Karen ne se contentait pas de prendre le relais. Elle construisait un royaume. Et dans son royaume, j'étais la paysanne qui devait rester à sa place. Ça a commencé par de petites choses. Des devoirs qui disparaissaient mystérieusement la veille de leur remise. Des autorisations pour des sorties scolaires qui n'arrivaient jamais à mes professeurs. Mon t-shirt préféré qui rétrécissait au lavage. Puis un autre, puis un autre. Oups. Ce doit être un accident. Des invitations à des fêtes d'anniversaire que j'envoyais et que mes amis ne recevaient jamais. Des messages de camarades de classe qui se perdaient. Une réputation qui se construisait brique par brique sans même que je le sache. Elle allait voir mes professeurs avec cette expression triste et concernée et leur disait que j'avais du mal après la mort de notre mère, que je faisais des crises à la maison, qu'ils devaient être patients avec moi parce que je traversais une période si difficile. Elle a peint le portrait d'une enfant perturbée et tout le monde l'a cru parce qu'elle était si mature, si responsable, si attentionnée. J'ai essayé de le dire à mon père une fois. Je l'ai fait asseoir et lui ai expliqué que Karen me sabotait, qu'elle mentait sur moi à tout le monde, que quelque chose n'allait vraiment pas. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Tu es juste jalouse de ta sœur, a-t-il dit. Elle essaie d'aider cette famille. Tu devrais être reconnaissante. Après ça, j'ai appris à me taire. Rester petite, rester silencieuse, survivre jusqu'à ce que je puisse partir. 2 ans après la mort de ma mère, mon père s'est remarié. Jolène était assez gentille au début. Elle souriait beaucoup, préparait des gratins et essayait vraiment de faire partie de notre famille. Karen a immédiatement commencé à l'appeler « maman ». C'était stratégique, je pense, une façon de cimenter sa position de bonne fille, la loyale. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas appeler cette étrangère « maman » alors que ma vraie mère n'était partie que depuis 2 ans. Ce n'était pas à propos de Jolène. C'était mon propre cœur qui n'était pas prêt. Mais cette rébellion silencieuse m'a coûté cher. À partir de ce jour, Jolène m'a traitée comme une étrangère dans ma propre maison. Elle et Karen ont formé leur propre petit club. Et je n'étais pas invitée. À 15 ans, les lignes étaient clairement tracées. Karen était l'enfant en or, la préférée, celle qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais la perturbée, la difficile, la fille qui n'arrivait tout simplement pas à s'en sortir. Et puis il y avait l'argent. Ma mère avait créé des fonds en fiducie pour nous 2 avant de mourir. 45 000 $ chacune, accessibles à nos 18 ans. Ce n'était pas une fortune, mais c'était quelque chose. Un filet de sécurité,
Un cadeau d'une mère qui savait qu'elle ne serait pas là pour nous aider à commencer nos vies d'adultes. Karen a eu 18 ans en 2009 et a reçu sa part immédiatement. Elle avait disparu en 11 mois. Une voiture de sport tapa accent grave l'œil, des vêtements de marque, des cadeaux coûteux pour son petit ami Tran, un beau parleur avec de grandes idées et absolument aucun revenu légitime. Au moment où j'ai été mise à la porte 2 ans plus tard, Karen était complètement fauchée. Son fonds en fiducie n'était qu'un lointain souvenir, et Tran parlait toujours de sa prochaine grande opportunité, son prochain plan d'investissement, l'affaire qui allait certainement les rendre riches. Mes 45 000 $ étaient là, intouchables jusqu'en 2014, quand j'aurais 18 ans. Sauf s'il m'arrivait quelque chose avant. Voyez-vous, la fiducie de ma mère avait une clause, un mécanisme de protection qu'elle pensait probablement nous aiderait. Si l'une des filles était déclarée légalement incapable ou internée avant l'âge de 21 ans, sa part serait gérée par un tuteur familial nommé par le tribunal jusqu'à son rétablissement. Karen et Tran ont compris ce que cela signifiait. Si je me faisais interner pour toxicomanie, disons, parce que mon père trouvait des pilules, de l'argent et des preuves de trafic de drogue dans ma chambre, alors quelqu'un devrait gérer mon fonds en fiducie en mon nom. Quelqu'un de responsable, de digne de confiance, quelqu'un comme une grande sœur concernée qui ne voulait que mon bien. 45 000 $. C'est ce que je valais pour Karen. C'est le prix qu'elle a mis sur sa propre sœur. La semaine avant qu'elle ne détruise ma vie, elle a mis son plan en marche. De petits retraits d'argent sur le compte de mon père avec sa carte bancaire. Elle connaissait son code PIN parce qu'elle gérait toutes les finances de la maison. Les flacons de médicaments vides de Tran, collectés et conservés. Un téléphone prépayé acheté dans une supérette, chargé de faux SMS. Le matin du 14 octobre, alors que je prenais mon petit déjeuner en pensant à mon contrôle d'algèbre, Karen s'est glissée dans ma chambre et a tout placé. De l'argent dans le tiroir de ma commode, des pilules dans mon placard, un papier avec le numéro du téléphone prépayé comme preuve de mon contact de dealer. Puis elle est allée voir notre père, les larmes aux yeux, et lui a dit que sa plus jeune fille avait un terrible secret. Il a cru chaque mot. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Karen avait passé 9 ans à être la fille parfaite, la responsable, celle qui ne mentait jamais. Et j'avais passé 9 ans à être dépeinte comme la perturbée avant même de savoir que le portrait existait. Au moment où j'ai franchi cette porte d'entrée après l'école, mon procès était déjà terminé. Le verdict était coupable et la sentence était l'exil. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur la route 9 sous la pluie d'octobre, marchant vers la maison de ma grand-mère comme si c'était la seule lumière qui restait au monde. Mais Karen avait fait une erreur, une toute petite erreur dans son plan parfait. Elle n'avait pas compté sur Gloria Ansley. Je ne me souviens pas de grand-chose de mon effondrement, juste le gravier qui mordait dans mes paumes, puis plus rien. Comme si quelqu'un avait éteint une télévision au milieu d'une émission. Ce dont je me souviens, c'est de me réveiller. Des lumières fluorescentes, l'odeur d'antiseptique et de nettoyant industriel pour sol, une couverture d'hôpital rêche bordée autour de moi comme si j'étais quelque chose de fragile, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Je ne m'étais pas sentie comme ça depuis des années. Et il y avait une femme assise à côté de mon lit. Des cheveux argentés tirés en un chignon soigné, des lunettes de lecture perchées sur son nez, un roman de poche fermé sur ses genoux. Elle ressemblait à la grand-mère de quelqu'un, le genre qui fait des biscuits et a toujours des mouchoirs dans son sac. Mais ses yeux étaient vifs, observateurs, cataloguant tout ce qu'il voyait. Son nom était Gloria Ansley. Elle avait 67 ans, retraitée après 35 ans au service de protection de l'enfance. Elle avait vu toutes sortes de maltraitances, toutes sortes de négligences, toutes sortes de cruautés que les adultes peuvent infliger aux enfants. Et par une froide nuit d'octobre, en rentrant de sa réunion de club de lecture, ses phares avaient attrapé quelque chose sur le bord de la route. Une adolescente inconsciente, trempée, seule. Gloria s'est arrêtée si vite que ses pneus ont crissé sur le bitume. Elle avait une couverture de survie dans son coffre, une vieille habitude de séjour au service de protection, et elle m'a enveloppée comme un burrito pendant qu'elle appelait le 911. Elle est restée avec moi jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Elle a suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital et quand je me suis réveillée 4 heures plus tard, elle était toujours là. Cette femme m'a peut-être sauvé la vie.
Pas seulement parce qu'elle m'a trouvé avant que l'hypothermie ne finisse ce que la tempête avait commencé, mais parce qu'elle était exactement la bonne personne au bon moment. Elle m'a tendu une tasse de café quand j'ai ouvert les yeux. Du café de la cafétéria de l'hôpital. Le genre qui a le goût du regret infusé à 100 degrés. C'est horrible, dit-elle. Mais c'est chaud. J'ai ri. J'ai vraiment ri, et pour la première fois depuis des heures, peut-être des jours, elle m'a souri en retour. Ce sourire bienveillant et complice qui disait qu'elle comprenait plus que je ne le réalisais. La voilà, dit-elle. Alors, je lui ai tout raconté. Les accusations, les preuves fabriquées, les années de manipulation de Karen. Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne, parce que personne n'avait jamais vraiment écouté. Gloria est restée assise, hochant la tête de temps en temps, sans jamais m'interrompre, sans jamais douter. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Je te crois, et je vais t'aider à le prouver. » Ces 7 mots ont changé ma vie. Pendant que j'étais inconsciente, des choses s'étaient passées. L'hôpital a contacté la police parce qu'une mineure avait été trouvée dans une situation dangereuse. La police a essayé de joindre mes plus proches parents. Ce qui signifiait appeler mon père. J'aurais adoré voir son visage quand l'officier Daniels lui a annoncé la nouvelle. Apparemment, ça s'est passé comme ça, Monsieur Walsh, votre fille de 15 ans a été retrouvée inconsciente sur la route 9. Elle dit que vous l'avez expulsée de votre domicile ce soir pendant une tempête. Hypothermie. Elle est à l'hôpital général du comté. Nous avons besoin que vous veniez. Et monsieur, les services de protection de l'enfance ont été prévenus. Une assistante sociale est déjà sur place. Apportez toutes les preuves que vous avez. Mon père et Karen sont arrivés à l'hôpital vers 22h15 ce soir-là. J'étais réveillée à ce moment-là, assise dans mon lit d'hôpital avec Gloria à mes côtés. Dans la pièce également, une assistante sociale nommée Maria Santos et un officier de police en uniforme. Pas exactement le comité d'accueil que mon père attendait. Il avait l'air secoué, pas coupable, pas encore. Juste agacé et confus, comme si tout cela était un grand inconvénient. Karen était juste derrière lui, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vue nerveuse. Le sourire narquois qu'elle arborait quand je suis partie avait complètement disparu. Il s'attendait à trouver une fille effrayée et repentante, prête à confesser ses péchés et à supplier pour rentrer à la maison. Au lieu de cela, ils ont trouvé une pièce pleine de professionnels posant des questions très précises sur la raison pour laquelle une enfant errait seule par un temps dangereux, sans moyen de communication ou de protection. Le rapport de force avait changé, et Karen l'a senti. Elle a essayé de dérouler son scénario habituel. Grande sœur inquiète, petite sœur perturbée. Nous ne voulons que son bien. Mais Maria Santos n'y a pas cru. 30 ans de travail social lui avaient donné un radar finement réglé pour la tromperie, et Karen déclenchait toutes les alarmes. Puis ma grand-mère est arrivée. Dorothy Reeves avait 67 ans, un M57 de pure détermination, et elle n'était absolument pas d'humeur à supporter des bêtises. Ma mère était sa seule fille, et j'étais sa seule petite fille, et elle n'avait jamais fait confiance à mon père ou à sa nouvelle famille. Elle habitait à 40 minutes de l'hôpital. Elle a fait le trajet en 25. Je l'ai entendue avant de la voir, ce clic distinctif de talons raisonnables descendant le couloir à un rythme qui annonçait du sérieux. Elle a déferlé dans ma chambre comme un petit ouragan aux cheveux d'argent et s'est immédiatement positionnée entre mon père et moi. C'est ma petite fille, a-t-elle annoncé à toutes les personnes présentes. Qu'est-ce que cet idiot a encore fait? Mon père a essayé d'expliquer, de se justifier, a commencé à parler du vol, des pilules, des preuves. Dorothy a écouté pendant environ 30 secondes avant de lever une main. Raymond, dit-elle, je te connais depuis 15 ans, et tu n'as jamais été le couteau le plus affûté du tiroir, mais ça, c'est peut-être ton moment le plus stupide. Tu as jeté une enfant dans une tempête sur la base de quoi? Des pilules apparues de nulle part? De l'argent qui s'est matérialisé comme par magie? As-tu seulement demandé sa version des faits? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Dorothy a hoché la tête. C'est bien ce que je pensais. Le truc avec ma grand-mère, c'est qu'elle ne m'aimait pas seulement,
elle se battait pour moi. Cette nuit-là, alors que j'étais assise, épuisée et en hypothermie dans un lit d'hôpital, Dorothy Reeves est partie en guerre. Elle a exigé une audience de garde d'urgence. Sur le champ. Il était presque minuit, mais elle s'en fichait. Elle a appelé un juge aux affaires familiales qui lui devait une faveur. Apparemment, Dorothy avait été dans l'association de parents d'élèves avec sa femme pendant 15 ans et l'a eu au téléphone. L'assistante sociale de l'hôpital a présenté les faits. Une enfant mineure expulsée dans des conditions météorologiques dangereuses. Aucune enquête menée avant l'expulsion. Aucune tentative de vérifier les accusations. Enfant retrouvée inconsciente avec un début d'hypothermie. Preuve du père non examiné par un professionnel. À minuit 30 du matin, j'avais un nouveau foyer. La tutelle temporaire d'urgence a été accordée à Dorothy Reeves, avec effet immédiat. Mon père a reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec moi jusqu'à ce qu'une enquête complète soit terminée. Les services de protection allaient interroger tout le monde, moi, Karen, mon père, Jolene, et ils allaient examiner de très près ces soi-disant preuves. Alors que nous sortions de l'hôpital, mon père a tenté une dernière fois. Il a tendu la main vers moi, a commencé à dire quelque chose. Dorothy s'est interposée entre nous sans ralentir. « Tu n'as pas le droit de la toucher, dit-elle. Tu n'as pas le droit de lui parler. Tu as eu ta chance d'être son père, et tu l'as gâché. Littéralement jeté dans une tempête. Maintenant, nous partons. » Elle m'a guidée vers sa vieille Buick, celle qu'elle conduisait depuis avant ma naissance, m'a aidé à m'installer sur le siège passager, à border une autre couverture autour de moi, même si le chauffage de la voiture tournait déjà à plein régime. Je l'ai regardée, les larmes coulant sur mon visage. Grand-mère, je n'ai même pas de vêtements propres. Je n'ai rien. Elle m'a tapoté la main, ses yeux féroces et doux à la fois. Chérie, tu m'as, et j'ai une carte de crédit. Demain, on fait les magasins. Ce soir, tu manges de la soupe et tu dors dans un lit d'où personne ne te jettera jamais. C'était la première nuit de ma nouvelle vie. La maison de grand-mère Dorothy avait 3 règles, petit déjeuner à 8 heures, devoir avant la télé, et absolument aucune bêtise avant sa 2e tasse de café. Ce n'était pas luxueux, ni grand, mais c'était chaleureux et sûr, et rempli d'amour. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais l'histoire n'était pas terminée. Loin de là. 2 semaines plus tard, l'enquêtrice des services de protection a appelé ma grand-mère. « Madame Reeves, dit Maria Santos, vous devriez peut-être vous asseoir. Nous avons examiné les preuves fournies par Monsieur Walsh. La chronologie ne colle pas, et nous avons trouvé des images de sécurité qui racontent une histoire très différente. Le plan parfait de Karen était sur le point de s'effondrer, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'enquête a tout changé. Maria Santos n'était pas juste une assistante sociale qui cochait des cases. C'était une détective en cardigan. Et elle ne se contentait pas de regarder les preuves, elle les traçait. Chaque reçu, chaque horodatage, chaque fil. Et plus elle tirait, plus l'histoire parfaite de Karen s'effilochait. Ça a commencé avec l'argent. 800 $ avaient été trouvés dans le tiroir de ma commode. Mon père a dit que cela prouvait que je le volais depuis des mois. Affaire classée, n'est-ce pas? Sauf que Maria Santos a réellement vérifié les relevés bancaires. Ces 800 $ provenaient d'un seul retrait au distributeur automatique le 14 octobre, le jour même où j'ai été mise à la porte. La banque a fourni les images de surveillance de la machine. Horodatage, 14h47. La personne sur la caméra n'était pas moi. C'était Karen. Claire comme le jour. La même veste qu'elle portait ce matin-là. La même queue de cheval. La même voiture garée en arrière-plan. Sa berline blanche avec la bosse dans le pare-choc depuis qu'elle avait reculé dans une boîte aux lettres l'été précédent. Le truc avec les alibis, c'est que le mien était en béton. À 14h47 le 14 octobre, j'étais assise en cours de chimie de 5e période, à apprendre les liaisons moléculaires. Le système de présence de l'école me montrait présente jusqu'à 15h15. Mon professeur se souvenait que je lui avais posé une question sur les électrons covalents. Je n'aurais pas pu faire ce retrait.
Physiquement impossible. J'étais dans une salle de classe à 12 miles de là, entourée de 30 témoins et d'un système de pointage électronique. Karen se croyait si maline. Mais le truc quand on veut être un cerveau criminel, c'est qu'il faut réellement être intelligent. Elle a utilisé la carte de notre père sans penser que les banques ont des caméras. Elle a fait le retrait en plein après-midi sans vérifier si j'avais un alibi. Elle a acheté le téléphone prépayé dans une supérette à 2 pâtés de maison de sa salle de sport, filmé avec son pantalon de yoga, sa voiture visible sur le parking. Certains cerveaux portent des capes. Karen portait du Lululemon et s'est fait prendre parce qu'elle n'a pas pris la peine de conduire 10 minutes de plus. Puis il y avait les pilules. Les flacons placés dans mon placard ont été retracés jusqu'à une ordonnance pour Trambarlow, le petit ami de Karen, celui avec toutes les grandes idées et aucun revenu légitime. Des anxiolytiques prescrits par son médecin, délivrés à la pharmacie d'Oak Street. Maria Santos a appelé cette pharmacie. Découverte intéressante. Tran avait signalé le vol de ses pilules, déposé une plainte à la police et tout le reste, affirmant que quelqu'un avait forcé sa voiture et les avait prises. Un comportement de citoyen très concerné. Sauf qu'il a déposé cette plainte le 17 octobre, 3 jours après que j'ai été mise à la porte. Si ces pilules étaient déjà volées et cachées dans ma chambre le 14 octobre, pourquoi Tran a-t-il attendu 3 jours pour signaler le vol? La réponse était évidente. Parce qu'elles n'avaient pas été volées. Karen les lui avait données pour qu'il les place, puis il les a déclarées manquantes après coup pour couvrir leurs traces et obtenir un renouvellement. La déclaration de vol tardive était comme un néon clignotant qui disait « Nous avons planifié ça ». Si cette histoire vous touche de près, j'espère que vous resterez, car ce qui suit en vaut la peine. Laissez un like si vous me soutenez. Cela signifie beaucoup pour moi. Mais la véritable preuve irréfutable était le téléphone prépayé. Les faux SMS de dealers provenaient d'un téléphone prépayé acheté dans une supérette le 10 octobre, 4 jours avant que tout n'éclate. Maria Santos a retrouvé le magasin et a demandé leurs images de sécurité. L'acheteuse était une jeune femme, cheveux bruns en queue de cheval, silhouette athlétique, à payer en espèces, mais sa voiture était clairement visible à travers la fenêtre. Une berline blanche avec une bosse dans le pare-choc. Même voiture, même femme, même piste de miettes de pain menant tout droit à ma sœur. À mesure que l'enquête s'approfondissait, un tableau encore plus sombre a émergé. Maria Santos a commencé à fouiller dans les finances de notre famille, en particulier les chèques émis sur le compte de mon père au cours des 2 dernières années. Ce qu'elle a trouvé a fait paraître les $800 comme de l'argent de poche. Quelqu'un falsifiait des chèques au nom de mon père depuis près de 2 ans. De petites sommes au début, 50 par-ci, 100 par-là, mais cela s'additionnait. Les signatures étaient proches, mais pas tout à fait justes. L'argent allait sur des comptes liés à Trambarlow et à ses diverses entreprises. Montant total volé, un peu moins de $18 000. Karen ne m'avait pas seulement piégé. Elle volait notre père à l'aveugle depuis des années, et elle avait besoin que je disparaisse avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Ma grand-mère, Dorothy, n'allait pas laisser passer ça. Elle a engagé Léonard Vance, un vieil ami de la famille qui pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans. Il avait connu ma mère, Patricia, depuis l'école primaire. Et quand Dorothy a expliqué ce qui s'était passé, son visage s'est durci d'une manière qui m'a fait plaisir qu'il soit de mon côté. Léonard a immédiatement demandé la tutelle permanente. Il a également intenté une action civile contre Karen pour fraude, détresse émotionnelle et tout ce qu'il pouvait faire tenir. Et il s'est assuré que mon fonds en fiducie soit protégé par une surveillance supplémentaire pour que personne ne puisse y toucher avant mes 18 ans. Cette année-là m'a appris quelque chose que je porte encore en moi. Garder des traces de tout. Chaque reçu, chaque message, chaque promesse que quelqu'un fait, notez-le. Ma grand-mère gardait un dossier pour chaque document important de sa vie. Facture, lettre, déclaration d'impôt, garantie. Elle appelait ça son assurance papier. Après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à faire la même chose. J'avais 16 ans et j'ai acheté mon premier classeur. Je l'ai toujours, je l'utilise toujours. Certaines habitudes vous sauvent la vie. Vivre avec grand-mère Dorothy,
c'était comme réapprendre à respirer après des années à retenir mon souffle. Sa maison n'était ni grande ni luxueuse. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine qui sentait le café et la cannelle, mais c'était chaleureux et sûr, et personne là-bas ne complotait contre moi. Elle m'a inscrite dans une nouvelle école où personne ne connaissait mon histoire. Je me suis fait de vrais amis pour la première fois. Des gens qui m'aimaient pour moi, pas parce qu'on leur avait raconté une histoire sur qui j'étais censée être. J'ai commencé à voir une conseillère, traitant enfin des années de manipulation que j'avais absorbées sans même m'en rendre compte. Grand-mère Dorothy n'avait pas beaucoup de règles, mais elle était stricte sur une chose, dîner à 18h. Sans exception. Elle disait que le chaos pouvait attendre après le pain de viande. Honnêtement, le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Pendant ce temps, le monde de mon père s'effondrait. L'enquête des services de protection a mis toute la maisonnée Walls sous un microscope. Raymond a été interrogé plusieurs fois, chaque session le laissant plus épuisé et confus. Comment avait-il pu manquer tant de choses? Comment avait-il pu être si aveugle? Jolene a commencé à dormir dans la chambre d'amis. Les conversations entre eux sont devenues courtes, tendues, chargées d'accusations qu'aucun d'eux ne voulait dire à voix haute. Et Karen était furieuse. Pas désolée, jamais désolée, juste en colère que son plan ait échoué. Elle blâmait tout le monde sauf elle-même. L'enquêtrice était partiale. Les images de la banque étaient trompeuses. Les dossiers de prescription de Tran étaient un malentendu. La couronne de l'enfant en or glissait, et elle ne le supportait pas. Léonard Vance a passé des mois à construire un dossier en béton. Relevés bancaires, images de surveillance, documents de pharmacie, reçus d'achat de téléphone. Il a recueilli des témoignages de Gloria Ansley, de mes professeurs, de voisins qui avaient remarqué la voiture de Karen aller et venir à des heures étranges. Même certains des anciens amis de Karen se sont manifestés. Il s'est avéré qu'elle avait brûlé beaucoup de ponts au fil des ans, et les gens étaient heureux de partager des histoires sur ses mensonges, sa manipulation, sa cruauté désinvolte. La date du procès a été fixée à mars 2012. Mais un mois avant l'audience, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tran Barlow a été arrêté au Nevada. Les marshals fédéraux l'ont arrêté pour avoir mené la même escroquerie à l'investissement dans 3 États différents. Plus de 400 000 $ volés à des victimes qui lui avaient confié leurs économies. Il faisait face à de graves accusations fédérales, possiblement 15 ans de prison. Son avocat a passé un coup de fil le lendemain. Tran était prêt à coopérer, prêt à conclure un accord, prêt à dire la vérité sur tout, y compris sur sa petite amie Karen et ce qu'elle avait fait à sa petite sœur. L'étau se resserrait et Karen n'avait plus nulle part où fuir. Tran Barlow était beaucoup de choses. Un escroc, un menteur, un homme qui avait bâti toute sa vie sur la confiance et l'argent des autres. Mais il n'était pas loyal. Dès que les procureurs fédéraux lui ont offert une peine réduite en échange de sa coopération, il s'est mis à table. Sa déclaration écrite faisait 12 pages. Il a tout confirmé. Le plan pour me piéger était l'idée de Karen depuis le début. Elle volait notre père depuis près de 2 ans, acheminant l'argent à Tran pour ses investissements. Quand elle a réalisé que son vol devenait plus difficile à cacher, elle a décidé qu'elle avait besoin d'un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, c'était moi. Karen pensait que j'étais la cible parfaite. La petite sœur perturbée, celle qui n'avait jamais trouvé sa place, celle que personne ne croirait. Elle a dit à Tran que me faire interner résoudrait 2 problèmes d'un coup. Elle aurait quelqu'un à blâmer pour l'argent manquant. Et elle aurait accès à mon fonds en fiducie en tant que ma tutrice. 45 000 $. C'est ce qu'elle prévoyait de me voler pendant que je serais assise dans un établissement, droguée et discréditée, et complètement seule. Tran a tout écrit. Les sessions de planification, les flacons de pilules qu'il a fournis, le téléphone prépayé que Karen a acheté, le matin où elle a placé les preuves dans ma chambre. Il a même inclus des SMS entre eux datant des jours précédant le 14 octobre. Des messages qui prouvaient que ce n'était pas impulsif. C'était calculé, prémédité, froid. Sa dernière phrase m'est restée. Karen a dit que sa sœur était une moins que rien qui ne se défendrait pas. Elle avait tort. Mars 2012, tribunal de la famille.
Je vivais avec grand-mère Dorothy depuis 5 mois. J'avais pris du poids, du bon. Celui qui vient de repas réguliers et d'un sommeil réel. J'étais au tableau d'honneur de ma nouvelle école. J'avais commencé à me souvenir de ce que c'était que d'être une adolescente normale. Mais en entrant dans cette salle d'audience, je me suis sentie de nouveau avoir 15 ans, effrayée et petite, me demandant si quelqu'un me croirait. Grand-mère Dorothy m'a serré la main. Léonard Vance a hoché la tête d'un air rassurant, et Gloria Ansley était là aussi, assise dans le public, portant les mêmes lunettes de lecture et la même expression féroce qu'elle avait la nuit où elle m'a trouvée. L'audience était censée porter sur la tutelle, des choses simples, rendre la garde temporaire de Dorothy permanente, établir des obligations alimentaires, ce genre de choses. Mais elle s'est transformée en quelque chose de bien plus grand. Le procureur de district s'était impliqué. Avec la confession de Tran et la montagne de preuves que Maria Santos avait compilées, ce n'était plus seulement une affaire de tribunal de la famille. Des accusations criminelles étaient sur la table. Karen était assise de l'autre côté de la salle d'audience avec un avocat commis d'office qu'elle avait rencontré 1 heure auparavant. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, plus pâle. L'enfant en or confiante qui avait contrôlé notre foyer pendant une décennie ressemblait maintenant exactement à ce qu'elle était, une jeune femme effrayée dont les mensonges l'avaient finalement rattrapée. Notre père était assis seul dans le public. Jolene avait refusé de venir. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 5 mois. Les preuves ont été présentées systématiquement, professionnellement, de manière dévastatrice. Les images du distributeur montrant Karen faisant le retrait à 14h47. Mes registres de présence scolaire prouvant que j'étais en cours de chimie à cette heure précise. Les dossiers de la pharmacie montrant la déclaration de vol opportunément retardée de Tran. Les images de sécurité de la supérette montrant Karen achetant le téléphone prépayé. 2 ans de chèques falsifiés totalisant $18 000. Et la confession de Tran. Lue au dossier mot pour mot. Quand ce fut au tour de Karen de témoigner, elle a essayé de maintenir son histoire, d'avoir l'air confuse, innocente et profondément préoccupée par sa sœur perturbée. Le procureur n'était pas dupe. Mademoiselle Walsh, dit-elle en montrant la photo du distributeur. Est-ce vous à la First National Bank le 14 octobre à 14h47 ? Karen a dégluti. Elle a regardé l'image d'elle-même, claire comme le jour. Je retirais de l'argent pour les courses. Les courses ? Le procureur a hoché la tête lentement. $800 en espèces pour des courses. Et vous n'avez pas mentionné ce retrait à votre père lorsque vous avez accusé votre sœur d'avoir volé ce montant exact plus tard le même jour ? Silence. Et l'emplacement de ce distributeur ? Il est à 12 miles de l'école de votre sœur. Une école où les registres de présence montrent qu'elle était présente jusqu'à 15h15. Pouvez-vous expliquer comment elle aurait pu faire ce retrait tout en étant assise en cours de chimie ? Plus de silence. L'avocat de Karen a objecté, mais il n'y avait rien à objecter. Les preuves étaient les preuves. Les faits se moquaient de ses sentiments. Puis ils ont appelé Jolene. Ma belle-mère avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs sur Terre. Elle avait passé des années à se taire, à rester neutre, à ne pas s'impliquer. Mais c'était un tribunal et elle était sous serment. Et soudain, se taire n'était plus une option. Le procureur l'a interrogée sur la matinée du 14 octobre. Avait-elle vu quelque chose d'inhabituel ? La voix de Jolene était à peine un murmure. Karen est entrée dans la chambre de Chéri ce matin-là vers 7 heures. Elle a dit qu'elle empruntait un élastique à cheveux. Est-elle sortie avec un élastique à cheveux ? Non, elle est sortie les mains vides. Et avez-vous remarqué autre chose dans les jours précédant l'incident ? Jolene a fermé les yeux. On aurait dit qu'elle se préparait à l'impact. 2 jours avant, j'ai entendu Karen au téléphone avec Tran. Elle a dit, tout est en place. Et puis elle a ri. La salle d'audience est devenue absolument silencieuse. Quand ils ont appelé notre père à témoigner, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Il a dû expliquer pourquoi il avait expulsé sa fille de 15 ans dans une tempête sans enquêter sur les accusations portées contre elle. Il a dû admettre qu'il n'avait jamais vérifié les relevés bancaires lui-même.
Jamais demandé pourquoi Karen avait soudainement découvert ses preuves. Jamais demandé ma version de l'histoire. Sa voix s'est brisée quand il a dit « Je lui faisais confiance. C'est ma première-née. Elle a toujours été la responsable. Je pensais. » Il n'a pas pu finir. La juge Patricia Morrison était en fonction depuis 30 ans. Elle avait vu des batailles de garde sordides, des divorces amers, des familles déchirées par les mensonges, l'argent et l'orgueil. Mais je pense que même elle a été perturbée par ce qu'elle avait entendu. Ces mots ont tranché dans la salle d'audience comme une lame. Monsieur Walsh, la confiance n'est pas une excuse pour la négligence. Vous avez expulsé une enfant mineure dans des conditions météorologiques dangereuses sur la base d'accusations non vérifiées. Vous n'avez fait aucune tentative d'enquête. Vous avez choisi une fille plutôt qu'une autre sans preuve, sans raison, sans jugement parental de base. Ce n'est pas de la parentalité. C'est de l'abandon. Mon père est resté assis, le visage gris, alors qu'elle continuait. Votre fille aînée s'est engagée dans un plan calculé et prémédité pour détruire la vie de sa sœur. Elle vous a volé, vous a menti et vous a manipulé pour que vous participiez à sa cruauté. Et vous l'avez laissé faire parce qu'il était plus facile de croire la fille qui vous faisait vous sentir bien que de réellement éduquer la fille qui avait besoin de vous. La sentence de Karen est tombée lourdement. Fraude, vol, fausse déclaration aux forces de l'ordre, mise en danger d'enfants. Son avocat commis d'office a négocié un accord de plaidoyer pour éviter un procès complet. 2 ans de prison avec sursis, ce qui signifie qu'elle n'irait pas en prison à moins de violer sa probation, 5 ans de probation supervisée, 200 heures de service communautaire, restitution intégrale de tous les fonds volés, les $18 000 de notre père et les $800 qu'elle avait placés pour me piéger. Le tribunal a également émis une ordonnance restrictive permanente. Karen n'avait pas le droit de me contacter directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit. Si elle s'approchait à moins de 500 pieds de moi, elle irait directement en prison. Et voici la partie qui la suivrait pour toujours, une condamnation pour crime inscrite en permanence à son casier judiciaire. Plus d'emplois dans la finance, pas de poste impliquant de l'argent ou de la confiance, pas de travail avec des enfants ou des adultes vulnérables. L'enfant en or portait maintenant une lettre écarlate, et elle n'allait pas s'effacer. Mon père a perdu définitivement ses droits de garde. Il a été condamné à payer pour ma thérapie et mes frais de scolarité jusqu'à mes 21 ans. Il a également été condamné à créer un fonds pour mes études universitaires avec l'argent de la restitution. La communauté a tout appris. Les petites villes parlent. En quelques semaines, tout le monde savait ce que Raymond Walsh avait fait à sa plus jeune fille. Les amis ont cessé d'appeler. Les voisins détournaient le regard. Son groupe à l'église avait soudainement des conflits d'horaires chaque fois qu'il essayait d'y assister. Jolene a demandé le divorce 6 semaines plus tard. Elle avait été complice de ma souffrance, elle le savait, et elle ne supportait pas de s'en souvenir chaque fois qu'elle regardait son mari. À la fin, la juge s'est tournée vers moi. Mademoiselle Walsh, dit-elle, vous avez fait preuve d'une résilience remarquable face à une cruauté extraordinaire. Le tribunal accorde la garde permanente et complète à votre grand-mère, Dorothy Reeves. Votre fonds en fiducie restera protégé jusqu'à vos 18 ans. Et j'espère sincèrement que vous aurez un avenir meilleur que votre passé. Je voulais dire quelque chose d'intelligent, de mémorable. Je voulais dire, votre honneur, vous devriez me voir faire un créneau. C'est le vrai test de caractère. Mais certaines blagues ne sont que pour soi-même. Et ce moment était trop grand pour l'humour. Au lieu de cela, j'ai juste dit, merci. Alors que nous sortions du palais de justice, mon père a tenté une dernière fois de s'approcher de moi. Ma chérie, a-t-il commencé. Je suis si. Grand-mère Dorothy s'est interposée entre nous sans ralentir. Sa voix était glaciale. Vous n'avez plus le droit de l'appeler comme ça. Vous avez perdu ce droit quand vous l'avez jeté dans une tempête. Nous avons continué à marcher. Je ne me suis pas retournée. Le soleil brillait ce jour-là. Mars dans notre région du pays peut être imprévisible. Mais cet après-midi-là était chaud et lumineux et plein de promesses. J'avais une grand-mère qui m'aimait, un avocat qui s'était battu pour moi,
une assistante sociale et une superviseure retraitée qui m'avaient cru quand personne d'autre ne le faisait. Et j'avais un avenir, enfin. Mais certaines histoires ne se terminent pas au tribunal. Certaines histoires ont un chapitre de plus. 13 ans plus tard, une lettre est arrivée. Octobre 2024. J'ai 28 ans maintenant, et ma vie ne ressemble en rien à ce que j'imaginais à 15 ans, marchant dans une tempête avec rien d'autre qu'un sac à dos d'école et des baskets trempées. Je vis à Boston. Un bel appartement avec vue sur le port. Une lumière matinale qui traverse les fenêtres que j'ai choisies moi-même. Je suis directrice marketing dans une entreprise de technologie. Bon salaire, bons avantages, des gens bien. J'ai gravi les échelons depuis un stage, et chaque promotion était comme un pas de plus loin de celle que j'étais. Et je suis fiancée. Il s'appelle Colin. Il est infirmier en pédiatrie, ce qui vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir sur son cœur. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif il y a 2 ans. J'étais là pour le travail. Il était là parce qu'il s'en souciait vraiment. Il a renversé du vin sur ma robe, s'est excusé pendant 10 minutes, puis m'a fait rire si fort que j'ai oublié d'être agacée. Nous nous marions au printemps. La vie est belle. La vie est vraiment, sincèrement, incroyablement belle. Puis la lettre est arrivée. Elle est arrivée à l'adresse de ma grand-mère. Dorothy vit toujours dans la même maison, toujours aussi vive à 80 ans, suivant toujours ses 3 règles. Petit déjeuner à 8 heures, devoir avant la télé, pas de bêtises avant le café. Certaines choses ne changent jamais. Elle m'a appelé, a dit que quelque chose était arrivé que je devais voir. Sa voix était prudente, neutre, comme elle sonne quand elle essaie de ne pas influencer mes décisions. J'y suis allée en voiture ce week-end-là. L'enveloppe était blanche, simple, du papier bon marché avec une écriture tremblante que je reconnaissais à peine. L'adresse de l'expéditeur était le Maple Grove Care Center, une maison de retraite à environ 1 heure de là où j'ai grandi. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine de Dorothy, une tasse de café refroidissant dans mes mains. « Chère chérie », commençait-elle. « Je sais que je ne mérite de rien te demander. Je sais que tu as toutes les raisons de jeter cette lettre sans la lire. Mais je le demande quand même parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps et que j'ai besoin de dire ça avant de partir. Je suis à Maple Grove maintenant. J'ai eu un AVC il y a 2 ans. Le côté gauche ne fonctionne plus très bien. Jolene est partie depuis longtemps. A pris la moitié de tout et a déménagé en Floride avec un comptable qu'elle a rencontré en ligne. La maison est vendue. Il ne reste plus rien de la vie que je pensais avoir. Karen est venue me voir la semaine dernière. Je ne l'ai pas laissée entrer dans la chambre. Je ne peux pas la regarder. Je ne peux pas entendre sa voix sans me souvenir de ce que j'ai fait à cause de ses mensonges. Tu es la seule que je veux voir, la seule à qui je dois m'excuser. J'étais ton père et je t'ai manqué de la pire façon qu'un parent puisse manquer à un enfant. J'ai cru des mensonges plutôt que la vérité. J'ai choisi le confort plutôt que la justice. Je t'ai jeté comme si tu n'étais rien. Je sais que tu ne me dois rien. Mais si tu peux trouver dans ton cœur de venir, juste une fois, j'aimerais te dire que je suis désolée en personne avant qu'il ne soit trop tard. Ton père, Raymond. Je suis restée assise là pendant longtemps. Le café a refroidi. La lumière de l'après-midi a changé sur la table. Dorothy n'a rien dit. Elle a juste attendu, comme elle l'avait toujours fait, me laissant trouver mon propre chemin. 13 ans de silence, 13 ans à construire une vie sans lui. Lui devais-je quelque chose? Non. Mais j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé au genre de personne qu'elle m'avait élevée à être avant de mourir. J'ai pensé à briser les cycles au lieu de les perpétuer. J'ai décidé d'y aller. Pas pour lui, pour moi. La maison de retraite était exactement comme on pouvait s'y attendre. Lumière fluorescente, sols industriels, l'odeur de désinfectant essayant de couvrir l'odeur des fins. La chambre de mon père était petite. Un lit simple, une fenêtre, une télévision fixée au mur diffusant quelque chose que personne ne regardait. Il paraissait 20 ans de plus que son âge réel, 73 ans. Mais il aurait pu passer pour 90. L'AVC lui avait enlevé quelque chose de vital, le laissant froisser,
gris et petit d'une manière que je n'avais jamais vue. Il a pleuré quand je suis entrée. Il n'a pas pu parler pendant les premières minutes, il est juste resté assis là, les larmes coulant sur son visage pendant que je me tenais près de la porte, me demandant si j'avais fait une erreur. Finalement, il a retrouvé sa voix. Il s'est excusé encore et encore, butant sur les mots, se répétant parce que l'AVC lui avait aussi pris une partie de son langage. Il a dit qu'il avait été aveugle, stupide, cruel. Il a dit que me perdre était la pire chose qu'il ait jamais faite. Il a dit qu'il pensait à cette nuit d'octobre chaque jour. Chaque nuit, chaque fois qu'il pleuvait. Je l'ai laissé finir. Je ne l'ai pas interrompu, je ne l'ai pas réconforté non plus. Puis j'ai dit ce que j'étais venu dire. Je te pardonne. Son visage s'est décomposé de soulagement. Mais je veux que tu comprennes ce que cela signifie. J'ai tiré une chaise près de son lit et je me suis assise. Je me suis assurée qu'il me regardait. Le pardon ne signifie pas que j'oublie. Cela signifie que je choisis de ne plus porter cette colère. Elle est lourde, elle m'a accablée, et j'en ai fini de te laisser prendre de la place dans mon cœur. Tu m'as jeté dans une tempête parce que tu as cru un mensonge. Tu ne l'as pas cru parce que les preuves étaient convaincantes. Tu l'as cru parce que c'était plus facile. Parce que Karen te faisait te sentir bien dans ta peau. Et je te rappelais tout ce que tu avais perdu à la mort de maman. Tu as choisi le mensonge confortable plutôt que ta propre fille. J'ai construit toute ma vie sans toi. J'ai payé mes études. J'ai bâti une carrière. Je vais épouser un homme qui ne me mettrait jamais, jamais dehors sous une bruine, encore moins un ouragan. Je suis heureuse. Mais tu dois vivre avec ce que tu as fait. Ce n'est plus mon fardeau à porter. C'est le tien. Il a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Je ne pense pas qu'il lui restait de mots. Je sais, a-t-il finalement réussi à dire. Je sais. J'avais juste besoin que tu saches que je suis désolée. J'avais besoin de te voir une dernière fois. Je suis restée encore 20 minutes. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Qu'y avait-il d'autre à dire? Je lui ai parlé de mon travail, de mon appartement, de Colin, des choses superficielles, sûres. Il a écouté comme si c'était la conversation la plus importante de sa vie. Quand je me suis levée pour partir, il a tendu sa bonne main, pas pour m'agripper, juste pour tendre la main. Je l'ai laissé toucher mes doigts un instant, puis je suis sortie. Dans le couloir, une infirmière m'a arrêtée. Vous êtes sa fille, n'est-ce pas? La plus jeune? J'ai hoché la tête. Elle a jeté un coup d'œil vers sa chambre, puis vers moi. Votre sœur est passée la semaine dernière. Il a refusé de la voir, nous a dit de la renvoyer. Je suis restée très immobile. Il ne voulait pas la voir. L'infirmière a secoué la tête, a dit qu'il ne pouvait supporter de s'excuser qu'à une seule fille, et que ce n'était pas elle. Il s'est pas mal énervé, en fait. Il a dit qu'il ne pouvait plus regarder son visage sans voir ce qu'elle avait fait. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Après toutes ces années à être la rejetée, la fille jetable, celle qui n'était pas assez bien, mon père avait finalement rejeté Karen. L'enfant en or, la préférée, celle qu'il avait crue sans poser de questions. Trop tard pour que ça compte, trop tard pour guérir quoi que ce soit. Mais quand même, quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas du pardon exactement. Ça, je l'avais déjà donné. Quelque chose de plus proche de l'achèvement, comme la dernière page d'un très long livre qui se tourne enfin. Je suis sortie de cette maison de retraite sous le soleil d'octobre. Même moi, temps différent, vie différente. Il y a 13 ans, octobre signifiait pluie, trahison et hypothermie. Maintenant, octobre signifie feuilles qui tombent et tout ce qui est à la citrouille épicée. Oui, je suis basique, je m'en fiche. Et l'anniversaire du début de ma vraie vie. Certaines tempêtes ne vous détruisent pas, elles vous redirigent. Cette nuit d'octobre il y a 13 ans, j'ai perdu une maison, mais j'ai trouvé mon foyer. J'ai perdu un père qui ne me méritait pas, et j'ai trouvé une grand-mère qui me méritait. J'ai perdu une sœur qui ne m'a jamais aimée, et je me suis trouvée moi-même. Colin attendait quand je suis rentrée à Boston. Des plats à emporter sur le comptoir.
Un mauvais film prêt à être lancé sur la télé. Ce regard patient qu'il a quand il sait que j'ai besoin de temps pour digérer. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. J'ai posé mes clés sur la table et me suis appuyé contre lui. Je crois que j'en ai enfin fini, ai-je dit. Je crois que je peux laisser ça partir maintenant. Il a passé ses bras autour de moi et n'a pas posé d'autres questions. C'est ça, le truc avec Colin. Il sait quand insister et quand juste être là. C'est l'une des 1000 raisons pour lesquelles je l'épouse. Au printemps prochain, nous ferons le mariage chez ma grand-mère. Petite cérémonie, amis proches, bonne nourriture. Dorothy planifie déjà le menu. Le pain de viande est définitivement sur la liste. Et quelque part, Karen travaille de nuit en se demandant où sa vie a mal tourné. Mon père est dans une maison de retraite, seul avec ses regrets. Jolene est en Floride, prétendant que nous n'avons jamais existé. Mais moi, je suis à Boston. J'ai une carrière que j'ai méritée, un partenaire qui m'aime, une grand-mère qui nous survivra probablement à tous par pure obstination. Et oui, j'ai finalement fait encadrer ce poster de groupe. Celui que j'avais acheté avec mon argent de poche la semaine avant que tout ne s'effondre. J'ai trouvé le même en ligne il y a quelques années. J'ai payé beaucoup trop cher pour ça. Je l'ai accroché dans mon bureau où je peux le voir tous les jours. Certaines choses valent la peine d'attendre. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'autres de mes histoires les plus captivantes sont déjà sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et ne manquez pas le meilleur. Vous allez adorer. À bientôt dans la prochaine histoire.